Et donc, je travaille sur la question des chantiers comme espace-temps privilégié de compréhension de la fabrique de la ville depuis 2010. Et j'ai profité de la proposition de ce colloque pour creuser un point de mon travail qui concerne la labellisation des projets de construction. Et c'est de là que je vais vous parler aujourd'hui, directement à la suite du coup de la présentation précédente. Donc, je commençais ma présentation sur la RSE, développée aux États-Unis dès les années 50, et ensuite à la prise de conscience de la nécessité d'un développement durable à la fin des années 80, plutôt en Europe, sur les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques qui sont de plus en plus intégrés par les entreprises, et le secteur de la construction reste dedans. Donc, des outils leur sont proposés pour répondre concrètement aux injonctions du développement durable et de la transition écologique. Ce sont notamment ces normes, chartes et engagements qui donnent souvent lieu à des certifications. Donc, ces normes oscillent entre la défense de l'environnement et la proposition d'un meilleur confort pour les usagers, et elles s'échelonnent à toutes les étapes du projet, de la programmation à la conception, à la réalisation et à la démolition. Donc, je vais me focaliser sur l'étape de réalisation à travers le chantier que j'étudie plus particulièrement et qui apparaît pour moi comme un moment clé pour les enjeux de diminution des effets négatifs de la construction sur l'environnement et sur la société. Alors, je m'appuierai sur l'analyse des principales chartes pour mieux comprendre leur utilisation et j'organiserai ma communication en suivant 3 questions. Quelles chartes sont utilisées et comment sont-elles affichées? Non, vous pouvez rester sur le… voilà. Oui, je reste. Les objectifs de durabilité et de confort permettent-ils une meilleure qualité de vie au travail? Et enfin, quelles sont les limites de ces chartes? Quelles sont les impensés encore présents dans le secteur de la construction? Pour répondre à ces questions, je m'appuierai sur un terrain relativement nouveau, nouveau pour moi, une revue des chantiers en cours dans la ville de Saint-Étienne où je réside, donc à côté de Lyon. Pour suivre les chantiers dans le cadre d'un travail de recherche qui a donc été réalisé a posteriori, j'ai utilisé les images produites par la Google Car qui a circulé dans Saint-Étienne en octobre 2019 et novembre 2020 pour des chantiers qui sont encore pas tout à fait livrés. Donc ces photos qu'on voit dans Street View permettent de voir l'ensemble des palissades, les panneaux affichés sur le chantier ainsi que l'évolution des chantiers. Donc, première question, on est sur la diapo 2, c'est parfait. Quelles chartes… Non, revenez sur celle d'avant, voilà. Quelles chartes sont utilisées et comment sont-elles affichées? Donc, aujourd'hui, 3 labels dominent le monde de la construction, avec l'accent français, ça donne BREEAM, HQE et LEED. Donc, l'établissement de recherche en construction anglais, le BRE, est un précurseur et sa méthode d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments a été développée dès 1986 pour une mise en application en 1990 à travers la certification BREEAM pour BRE, Environmental Assessment Method. Son objectif est d'établir une méthode exemplaire pour la conception, la construction et le fonctionnement de bâtiments qui prendrait mieux en compte les contraintes écologiques. Cette certification anglo-saxonne est aujourd'hui la plus répandue. Et donc là, l'affiche que vous avez à l'écran montre le match entre ces trois certifications. Et donc la certification BREEAM est plus souple que notamment la certification HQE et moins chère, principalement parce qu'il n'y a pas parce que le processus est déclaratif et qu'il y a très peu d'audits ou pas du tout d'audits in situ. La certification BREEAM s'appuie sur les thématiques suivantes: management, santé, bien-être, énergie, transport, eau, matériaux, déchets, études de site, pollution et innovation. Le label LEED, qui est en jaune à droite, est assez peu utilisé encore en France. Il se rapproche très fort de la certification BREEAM et je ne le développerai pas. Et je passerai plus de temps sur l'association HQE, qui est principalement existante en France, appliquée en France, pour haute qualité environnementale. Donc, elle a commencé à formaliser ses propositions à partir de la fin des années 1990 et la certification HQE est disponible depuis 2004. En 2015, elle devient NF HQE et se déploie sur l'habitat, le tertiaire et les bâtiments sportifs qui présentent des spécificités, notamment en termes de thermique et de confort. Donc la HQE porte 2 volets, un de qualité environnementale des bâtiments qu'on appelle la QEB et un système de management environnemental
environnementale, SME. La QEB est formulée en 14 cibles, regroupées elles-mêmes en 4 groupes, d'éco-construction, éco-gestion, confort et santé. Et la cible chantier à faible nuisance apparaît dans le premier groupe éco-construction. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous avez une chronologie assez dense qui donne un aperçu des chartes, normes et labels qui ont été créés depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui et qui contribuent à faire évoluer le secteur de la construction. Donc, en bleu, ce qui concerne plutôt la RSE, en rouge, plutôt les chartes BREEAM, LEED, HQE, etc. Et en vert, les visions un peu plus larges, environnementales, qui dépassent le secteur simplement de la construction. Et donc, la plupart de ces textes envisagent une défense de l'environnement et des personnes sur un périmètre restreint, les acteurs engagés directement, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Donc, je vais passer à une première étude de cas, non, à la seule étude de cas finalement, pour rester dans 20 minutes. Donc les labels BREEAM et HQE, tels qu'ils sont appliqués à Saint-Étienne, à travers l'affichage presse et Internet, et la question de l'affichage sur chantier. Donc, l'association Certivea, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Pardon, merci. L'association Certivea, qui est une filiale du CSTB, organise la certification NF bâtiment HQE sur les bâtiments non résidentiels et informe des certifications établies sur son site Internet en proposant une cartographie des projets certifiés. Donc, vous voyez là 4 projets affichés comme HQE sur Saint-Étienne depuis 2005. Et j'ai complété cette recherche avec une recherche par moteur de recherche simple qui me permet d'aller chercher les projets résidentiels labellisés. Donc, ça nous en rajoute un. Donc, sur les 5 projets qui ont été certifiés HQE, on a 3 immeubles de bureaux en construction neuve, un bâtiment de bureaux et d'espaces de travail en rénovation et un immeuble de logement neuf. Les 5 sont encore en chantier ou partiellement livrés. Donc, on peut passer… Non, on reste là-dessus. Oui, c'est bon, comme vous voulez. On peut passer à la suivante. Le projet le plus récent intègre le nouveau siège de l'entreprise Suez stéphanoise des eaux. Il est encore en chantier. Et le bâtiment a été récompensé lors d'un salon de l'immobilier à Lyon l'année dernière. La certification HQE est ici fortement mise en valeur dans les discours. Le GINCO, un programme vertueux HQE 7 étoiles, titre ici le promoteur sur son site. Diapo suivante. L'Essor, qui est un journal local, souligne le label haute qualité environnementale 7 étoiles vient d'être attribué ce jeudi au bâtiment GINCO, ce jeudi 10 juin. Et pour les 2 autres projets qui sont situés à proximité, qui ont été livrés en 2012 et 2018, les promoteurs soulignent aussi sur leur site la certification HQE, sur les sites Internet. Vous pouvez passer à la suivante. Et donc, ces projets qui sont en construction neuve représentent pourtant un impact environnemental important dans une ville où la vacance est forte. La vacance immobilière de logement et de commerce est bien supérieure à la moyenne française. L'affichage de la labellisation souligne alors un impact qui se voudrait positif de ces bâtiments neufs, compensant également l'image de marque dégradée en termes d'impact environnemental des grandes firmes, par exemple Suez, usagers du projet. Alors, les maîtres d'œuvre, eux, ne mettent pas en avant cette certification sur leur site Internet. Ils suivent peut-être en cela, donc les maîtres d'œuvre, les architectes, ils suivent peut-être en cela la dénonciation de Philippe Madec, architecte, qui, dans un article de 2002, revendique la priorité à l'architecte de concevoir l'architecture en prenant en compte les aspects de confort et de qualité environnementale sans avoir à se soumettre à une charte extérieure. Et donc là, comme sur l'image, on voit que sur le chantier, aucun label n'est affiché. On peut passer à la diapo suivante. Donc c'est le 4e projet qui est un projet de bureau en rénovation. Ici, la certification HQE n'apparaît nulle part, ni dans les communiqués de presse, ni sur le site de l'architecte qu'on voit à l'image, ni sur le site du maître d'ouvrage. On peut voir la diapo suivante. Ce projet propose de rénover un bâtiment patrimonial pour héberger des startups et des porteurs de projets innovants. Diapo suivante. L'empreinte environnementale d'un projet en rénovation est de fait plus faible et les usagers, ici des porteurs de projets innovants,
n'ont a priori pas besoin d'afficher de labellisation supplémentaire. Et donc, on peut penser que les promoteurs n'ont pas jugé nécessaire de souligner l'aspect vertueux du projet. Sur ce chantier non plus, vous voyez, aucun label n'est affiché. Diapo suivante. Donc, en 2021, un projet de logement est certifié HQE. Ce label n'apparaît ni sur le site du bailleur, qu'on voit à gauche, ni sur un article du Progrès local qui relaye le projet sans spécifier son engagement environnemental. Diapo suivante. La certification est par contre mise en avant par le bureau d'études HQE qui a participé à la certification du projet et par le maître d'œuvre qui souligne la performance RT 2012 qui correspond aujourd'hui finalement uniquement au respect de la législation en vigueur. Diapo suivante. Sur ce chantier non plus, aucune mention n'est faite de la performance du bâtiment. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en France, on passe à la certification BREEAM, qui est particulièrement diffusée pour la construction de centres commerciaux ici. Le nouveau centre commercial de Saint-Étienne a effectivement validé le niveau Very Good. Diapo suivante. Ce dont se félicitent les élus et les acteurs du projet à travers les actualités de leur site internet, qui était la diapo d'avant, ou les articles dans les journaux locaux, comme on peut voir ici. Voilà, diapo suivante. Sur ce chantier, les qualifications BREEAM et Biodiversity sont affichées. C'est le premier chantier étudié à afficher ces certifications gagnées, mais l'affichage reste très peu bavard. Donc là, vous voyez, on ne voit rien du tout. J'ai fait le tour du chantier, on ne voit rien. Et diapo suivante. À un endroit du chantier qui fait un terrain de 16 hectares que les Stéphanois longent uniquement en voiture, on peut lire sur le panneau vert le label BREEAM et Biodiversity. Donc, on voit à travers ces 5 exemples que les discours et l'affichage de la certification HQE ou BREEAM sur Internet et dans la presse diffèrent par rapport au projet, par rapport aux besoins des usagers et clients des organismes de certification, tandis que l'affichage sur chantier semble rester minimal, quel que soit le projet. Donc, je passerai à ma deuxième question. Ces chartes oscillent entre une plus grande protection de la planète et un meilleur confort pour les usagers. Comment ces objectifs de protection de la planète et des usagers peuvent produire également une meilleure qualité de vie au travail? Donc, vous voyez sur cette diapo la cible 3 du référentiel HQE dans la partie éco-construction. Elle concerne l'impact environnemental des chantiers. Elle propose d'optimiser la gestion des déchets, de limiter les nuisances et les pollutions, et enfin de limiter la consommation des ressources sur le chantier. Et on retrouve l'ensemble des guides sur le site internet de Certivea. L'optimisation de la gestion des déchets de chantier nécessite entre autres de réduire les déchets à la source, d'anticiper l'organisation du tri en prévoyant les zones de stockage et de circulation. Et donc de ces 2 points découle une amélioration du travail des compagnons. Moins de déchets à la source représente un ensemble de tâches en moins, enlever les emballages, les réduire, les stocker, ne pas évacuer les déchets non réalisés. De même, l'organisation en amont des zones de stockage suppose aussi une meilleure organisation du chantier et un chantier plus propre au quotidien, améliorant la qualité de vie au travail. Il sera nécessaire d'occuper la place qu'occuperont les bennes sur le chantier du début à la fin du chantier afin d'éviter que leur positionnement ne gêne les occupants de quelque manière que ce soit, nous dit le guide Certivea. Et donc là, la gestion des déchets sur le chantier prend directement en compte le travail quotidien des compagnons. La limitation des nuisances prend en compte les occupants du chantier de façon plus nette. Un chantier peut occasionner des nuisances pour les riverains et le personnel de chantier. Nuisances acoustiques, visuelles, olfactives. L'objectif de cette sous-cible est de limiter le plus possible cet impact, nous dit le guide en page 133. Donc, concernant les nuisances acoustiques, le niveau de base du référentiel renvoie au contrôle de l'exposition au bruit, régi par le Code du travail et par la réglementation sur le matériel et les engins de chantier. Il est à noter que les niveaux performants et très performants ne s'adressent par contre qu'à l'environnement extérieur du chantier. Les paragraphes débutent ainsi, il est demandé en présence de riverains. Donc les nuisances visuelles sont traitées par un nettoyage hebdomadaire du chantier, de ses abords. Plus le niveau augmente, plus la propreté du chantier demandé est importante. Cette prescription diminue directement le risque d'accident sur chantier,
et donc augmente la qualité de travail des compagnons. Enfin, la limitation des nuisances en termes de pollution de l'air améliore quant à elle directement la qualité de vie autant des occupants du chantier que des riverains. On peut passer à la diapo suivante sur la certification BREEAM et donc l'ensemble de ces thématiques qui s'appuie également sur une démarche de chantier à faible nuisance. Les compagnons dans la première cible management. Les compagnons sont pris en compte et doivent se voir proposer des installations de confort. Les nuisances de chantier doivent être limitées et le tri des déchets convenablement organisé. Parmi les thématiques de la certification, nous en voyons 2 qui s'intéressent au chantier, management ou gestion, qui s'intéressent aux compagnons en imposant notamment la mise en place des chartes chantier à faible nuisance, et la thématique déchets, qui est principalement centrée sur les déchets de chantier. Les autres thématiques, notamment santé, bien-être, énergie, transport, eau, matériaux, qui pourraient être appliquées au temps du chantier et aux compagnons, sont pourtant exclusivement centrées sur les usagers finaux et donc elles relèvent de la programmation architecturale uniquement. Diapo suivante. Les documents de contractualisation proposés par le projet Construire propre de la Fédération française du bâtiment se traduisent aussi, eux, principalement par une amélioration de la propreté sur chantier. Et ici, l'objectif explicite est la réduction des nuisances auprès des riverains. Le premier paragraphe de présentation de cette charte des pros indique « Construire propre est un enjeu important pour tous les acteurs de la construction. Notre ambition est d'en faire la règle d'or de la profession pour améliorer la propreté sur le chantier et réduire les nuisances vis-à-vis des riverains. » Et le troisième paragraphe est directement lié aux ouvriers. « Un chantier propre est un chantier plus sûr. Les risques d'accident diminuent fortement en évitant les encombrements, en dégageant l'accès aux plateformes de travail, en laissant libre l'espace de coactivité. » Ensuite, les paragraphes insistent plutôt sur les bénéfices en termes de confiance pour le client et de vitrine de la profession auprès des riverains. Donc, par l'engagement collectif que ces certifications impliquent, l'amélioration de la propreté sur le chantier et du cadre général de vie au travail est prise en compte par tous. Les formations induites par la mise en place des processus, ou de certification contribuent également à améliorer la qualité du travail en valorisant des métiers souvent dépréciés. Ainsi, même si l'objectif premier du maître d'ouvrage est d'attirer des futurs clients ou d'assurer un chantier sans vague au niveau du voisinage, même si le bien-être et la santé des travailleurs n'est pas l'objectif premier, la mise en place de ces chartes fait évoluer de fait la qualité de vie au travail pour tous. Et c'est là où j'arrive à ma troisième question. Quelles sont les limites de ces chartes et quelles sont les impensées encore présentes dans le secteur de la construction? Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Et avec cette diapo, je voudrais revenir sur ma phrase précédente. Je dis, pour tous, améliorer la qualité de vie au travail pour tous. En fait, dans ce pour tous, je mets uniquement les acteurs présents, ceux qui sont proches du chantier, les compagnons, les riverains, les bureaux d'études, les clients, les usagers directs. En effet, la validation des contrats passés avec les certificateurs ne prennent pas ou peu en compte la qualité de vie de l'ensemble des acteurs en jeu dans le processus de construction. Les ouvriers des usines de transformation de matières premières ou les travailleurs qui extraient la matière première partout dans le monde, comme sur cette photo de Thomas Pesquet qui vient d'être diffusée cette année, eux ne sont pas dans le scope de ces labels. La cible numéro 2 du référentiel HQE concernant les choix intégrés des produits, systèmes et procédés de construction prescrit des analyses de cycle de vie, des ACV, qui permettent d'envisager l'impact environnemental des différentes phases du cycle de vie des produits. Mais ces ACV environnementales ne permettent pas de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs à tous les maillons de la chaîne. Ainsi, lorsque les référentiels parlent d'un produit favorable à l'environnement et à la santé, il faut entendre à la santé des usagers principalement. Le périmètre élargi des produits de construction reste un impensé de la transition vers un secteur de la construction durable et éthique à l'échelle mondiale. Et donc, d'une première prise, et donc c'est ma conclusion, d'une première prise de conscience au cours du XXe siècle de la nécessité d'une adéquation entre économie et écologie, liée à la responsabilité des entreprises sociales et une approche globale du développement durable,
le secteur de la construction est en train de réduire, il me semble, la voilure de ses ambitions en se concentrant de plus en plus vers la question des émissions de carbone appliquées à la thermique ou à l'impact environnemental des matériaux. Cette réduction du discours à une unité de communication simple, voire simpliste, permet aux entreprises, on l'a vu dans les communications précédentes, de communiquer plus facilement vers les maîtres d'ouvrage, vers des usagers profanes et peu enclins à se pencher sur la complexité d'une ACV environnementale ou d'une ACV sociale particulièrement complexe. L'affichage des labels, principalement véhiculés sur les sites internet, hors sol, loin des chantiers, permet une mise à distance de ces questions complexes qui touchent autant les acteurs proches du chantier que les acteurs plus lointains, collaborateurs très indirects de l'acte de construire, sans remettre en cause la limite de ces labels. L'affichage des labels constitue un écran entre les usagers, les riverains et les acteurs de la construction qui mettent en place un montage complexe réclamant des curseurs sur des cibles nombreuses, ce qui est difficile à communiquer simplement. Et donc, les écarts entre la communication à laquelle on s'attendrait et celle que l'on observe est peut-être également lié à une insatisfaction de tous les acteurs qui ne souhaitent pas marquer un engagement trop fort dans des normes et des labels dont ils ne connaissent que trop bien les limites. On sent une généralisation de la volonté d'amélioration du secteur de la construction par rapport aux années 80, au moment du rapport Brundtland, mais un effet de plateau apparaît, soutenu par une simplification du discours et donc de la méthode. Le caractère très formel des normes, le sentiment confus de la non prise en compte de toute la filière sont autant d'obstacles à un engagement fort qui dépasserait le cadre normatif minimum pour construire demain autrement, de manière éthique et durable. Et la diapo suivante permet d'avoir la biblio de cette communication. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup. Assez édifiant et bien illustré du point de vue de l'édification. Je voudrais revenir là, donc, voilà, peut-être le faire. Non, ça ne va pas me le faire. On est dans les chats pour la présentation. Ouais. Ah non, bien. Tu peux m'apporter le chat, Damien, y a-t-il déjà des questions dans la salle? Hop, je suis là et j'espère que j'ai de la batterie. Ah, on espère aussi, on va vous retenir encore quelques minutes. Voilà. Et j'ai la conversation. Alors, qu'est-ce qu'on voit pas à distance? Oui, mais c'est le partage. Parce que là, en fait, on voit une session aussi, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, mais c'est tout à l'heure quand il y avait le partage. Ah, d'accord. La présentation. Y a-t-il une question alors? Des questions? Moi, j'en ai une, Lise. Donc, en fait, ce que tu expliques, c'est que ils font une super com dans les médias, dans leurs plaquettes, mais pas tous les acteurs, etc. Et qu'actuellement, pourtant, on en est conscient, il est important cet affichage sur les chantiers. C'est parce que cette HQE est limitée qu'ils ne souhaitent pas la présenter au public ou que les gens qui travaillent sur les chantiers ne soient pas au courant. Je n'ai pas très bien peut-être saisi tes conclusions. Alors, l'affichage sur chantier, effectivement, est soumis à plusieurs objectifs. Le premier, et c'est le cas à Saint-Étienne, c'est d'une forme de transparence. On voit le chantier depuis la rue et cette transparence fait qu'il n'y a plus aucun affichage sur les grilles de chantier. Aussi parce que ces affichages peuvent être le support de tags, de collages politiques, etc. D'accord. Mais on sent quand même que le fait de ne pas afficher, notamment, parce qu'on pourrait l'avoir sur les palissades, mais on ne l'a pas non plus sur les façades. À un moment donné, j'avais envisagé, j'ai tout un corpus aussi sur Lyon que je ne vous ai pas mis. On a des images avec les palissades qui sont sans affichage, mais par contre des affichages extrêmement bavards sur toute la façade du chantier, avec toutes les entreprises qui ont mis leurs bâches, etc. Et aucune mise en valeur de ces labels.
Alors, je pense que c'est parce que ces labels ont finalement un peu peut-être mauvaise réputation, parce qu'il y a trop de cibles et qu'ils finissent par faire consensus et à naître en partie aujourd'hui presque juste répondre à la norme actuelle, puisque en ce moment, cette conclusion sur la question du plateau que je propose, on sent que la norme évolue finalement plus vite que les labels ou que les associations qui ont pu défendre de faire mieux que la loi. Et aujourd'hui, la loi évolue assez vite, alors que ces normes et ces engagements collectifs, associatifs, d'entreprise aussi, parfois, évoluent moins vite. Et alors, j'ai pris un rendez-vous, mais donc mon rendez-vous est demain avec un architecte qui est un spécialiste de la maison passive. Et lui, par exemple, ne se revendique pas de la HQE, mais se revendique uniquement de maison passive. Sauf que la maison passive, en fait, est un label qui est beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins globalisant, en tout cas, beaucoup moins holistique que la notion de HQE qui prend vraiment les trois piliers du développement durable. Et donc, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu aujourd'hui dans la construction, c'est que autant dans les années 2000, il y avait une effervescence et une volonté de l'ensemble des acteurs de la construction de faire mieux, autant aujourd'hui, on sent un recentrement sur les questions de thermique, maison passive principalement. Et dans mon laboratoire piment, là, c'est vraiment extrêmement fort, comme fortement le cas, c'est-à-dire que tous les projets financés sont sur les îlots de chaleur, l'isolation des bâtiments, vraiment des questions uniquement thermiques. Et donc, on perd les autres piliers du développement durable. Et je ne parle même pas de la présentation de ce matin sur les différentes transitions en cours. On en est très, très loin. Et voilà, ce que je voulais travailler là pour cette communication, c'était un peu essayer de comprendre comment le secteur de la construction, finalement, s'éloigne de cet engagement holistique sociétal actuel, alors qu'à un moment donné, il était plutôt avancé. Mais aujourd'hui, on s'en éloigne, j'ai l'impression. Oui, ce que vous semblez un petit peu vouloir dire aussi, montrer, c'est que ces labels qui veulent tellement embraser finissent par avoir une dimension peut-être plus performative que vraiment actante ou significative, quoi. D'accord. Ben, pas d'autres. Non. Bon, Lise, on vous remercie beaucoup. On remercie beaucoup tous les intervenants. Et merci Anne, cette journée était extrêmement riche. Enfin, je suis très heureuse de rentrer dans cette question des sciences de l'information et de la communication qui était un peu en dehors de mes radars et qui est vraiment extrêmement intéressante. D'accord. Bon, merci à tous les intervenants et conférenciers. Merci au public. Merci à ceux qui sont restés en ligne avec nous à une heure qui commence à être un peu avancée.